Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Patrick Cohen. D'abord, est-ce que vous pourriez me définir en quelques mots le PS d'aujourd'hui, son positionnement politique et sa force militante? Simplement, nous sommes à la fois vraiment de gauche et vraiment réalistes. C'est ce qui nous caractérise. Il y a aujourd'hui un gouvernement, mais qui n'est pas de gauche, et il y a une gauche qui n'est pas de gouvernement. Nous sommes cette gauche qui a toujours su mêler à la fois l'indignation et les solutions. Et combien d'adhérents, combien de militants? Il y a sur nos fichiers une centaine de milliers de militants, mais pour actifs. le vote... Ouais. Pour le vote qui a consacré notre congrès, eh bien, il y avait près de 40 000 militants qui sont venus. Donc, un parti de gauche, dites-vous, Olivier Faure, qui n'est pourtant pas reconnu comme tel par les autres forces d'opposition. Vous n'avez pas été embarqué hier dans le train de l'Union de la gauche en Normandie. Il y avait Benoît Hamon, Pierre Laurent, des Insoumis, Besancenot, mais pas le PS. Votre place, c'était... Si, il y avait des socialistes dans ce train, puisqu'il y avait le sénateur de la Somme qui était présent, et la fédération du PS de la Somme aussi, qui était représentée dans ce train. Ah bon, c'était étonnant parce que Benoît Hamon, lui, a justifié l'absence du PS. Il dit, mais on ne sait pas où se situe le PS, on ne sait pas quel rapport il a, le PS, avec la politique de Macron. Non, moi, je crois que Benoît Hamon doit avoir besoin d'écouter davantage ce que je dis. Et donc ce matin, je lui dis que nous sommes clairement dans l'opposition. Il y avait des figures nationales des différents partis de gauche, mais il n'y avait pas le Parti répondre socialiste. sur le fond, parce que sur cette question, je veux être clair. Il y a un mouvement social qui est né en dehors des partis politiques et qui aujourd'hui cherche à faire entendre des revendications qui sont des revendications qui expriment une vision du service public. Nous soutenons ces revendications, nous soutenons ce mouvement, mais nous ne voulons pas l'instrumentaliser. Le mouvement social, ce n'est pas le congrès de réunification des gauches. Ce n'est pas le moment où les partis de gauche viennent se placer en tête de cortège et viennent instrumentaliser une manifestation dans laquelle il y a des gens qui, y compris, ne se reconnaissent pas forcément dans nos combats. Et donc ce serait une erreur que de vouloir placer tout le monde derrière nous et de donner le sentiment qu'il y a une récupération politique à un moment où il faut au contraire élargir la base de cette contestation pour pouvoir faire front face à un gouvernement qui, lui, se délecte du fait d'avoir face à lui l'extrême gauche et dont il tire argument. Ce n'est pas l'extrême gauche qui défile aujourd'hui, ce sont les Français, les cheminots, les usagers qui veulent défendre cette vision du service public. Vous pensez que la mise au premier plan de ces responsables politiques affaiblit le mouvement en quelque sorte? J'observe que dans la phase précédente, sur les ordonnances sur la loi travail, eh bien, lorsque Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ont souhaité être les cornacs de cette manifestation, quand ils ont souhaité diriger le mouvement social, eh bien, ça l'a plutôt asphyxié. Ni Macron ni Mélenchon, dit Cambadélis ce matin dans Le Parisien, c'est une bonne formule. La formule est juste. Nous ne sommes ni Macron ni Mélenchon, nous sommes socialistes et nous allons le rester. Alors, gauche réaliste, avez-vous dit, Olivier Faure. La gauche réaliste, comment explique-t-elle son opposition à la réforme actuelle de la SNCF? De manière assez simple. Nous avons aujourd'hui une évolution souhaitable pour la SNCF. Moi, je ne suis pas pour le statu quo. Mais je ne suis pas pour cette réforme-là. Cette réforme, elle vise exclusivement, dans les propos du gouvernement, à attaquer un statut. On présente les cheminots comme privilégiés, alors même que dans la période actuelle, le gouvernement a réussi à faire cet exploit de donner les marges de la croissance aux plus riches. Et donc, la question qui est posée, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour que la SNCF aille mieux. La question, c'est la dette. La question, c'est les investissements à venir sur le réseau. Voilà les vraies questions qui ne sont pas posées et ou sur lesquelles le gouvernement reste très très flou et sur lesquelles on a besoin d'avancer. Mais cette réforme, elle est dans la continuité de ce qui a été fait pendant le quinquennat précédent. Où est la rupture par rapport à, d'abord à l'acceptation de l'ouverture à la concurrence, qui a été celle de François Hollande, à la loi ferroviaire de 2014. On est dans la suite. Où est la rupture? Trop le gouvernement. Là, il n'y a aucune continuité. Non, le gouvernement ne se revendique pas du quinquennat de Hollande. Pardon. Non, mais il cherche à faire porter le chapeau du bouger sur le statut des cheminots au gouvernement précédent, ce qui est absolument faux. La réalité, quelle est-elle? Nous avons effectivement voté un 4e paquet ferroviaire au niveau européen, qui indique que nous allons passer à une phase où la concurrence est possible sur les réseaux ferrés. Et ça, vous l'approuvez? Mais bien sûr, je l'approuve. Ah bon? Et donc, il y a derrière cela une négociation qui a eu lieu à ce moment-là et qui a permis de dire que le statut social des cheminots resterait
liées à une législation nationale. Donc il n'y a aucun besoin de modifier en quoi que ce soit pour répondre au 4e paquet ferroviaire le statut des cheminots. Donc ça c'est complètement c'est une invention gouvernementale pour essayer de passer le mistigris. Vous pensez qu'on peut ouvrir le secteur ferroviaire à la concurrence en gardant les embauches au statut pour les futurs cheminots? Tout à fait. Pour aussi bien à la SNCF que dans les entreprises privées qui seraient concurrence? Et c'est la raison pour laquelle il y a la négociation d'une convention collective qui doit s'appliquer à l'ensemble du secteur ferroviaire. Qui a commencé d'ailleurs. Qui a commencé, bien sûr, et qui est liée à cette entrée dans la concurrence. Il y a et qui permet. Et puis il y a aussi la question maintenant qui est devant nous et qui doit être négociée, c'est la question du transfert. Comment est-ce qu'on fait? C'est le fameux sac à dos social dont on parle et qui permet éventuellement, effectivement, à des gens qui étaient dans les entreprises SNCF, qui seraient repris par d'autres entreprises concurrentes, de conserver leurs droits qu'ils avaient acquis au moment de leur entrée à la SNCF. Il y a eu des annonces du gouvernement là-dessus. Les droits acquis des cheminots d'aujourd'hui seraient conservés s'ils sont transférés dans des entreprises privées. Des annonces qui sont assez floues pour le moment où on se parle, et je me réfère à ce que disent les syndicalistes eux-mêmes. Voilà, donc ça c'est... Mais le point important, Olivier Faure, c'est que vous pensez, que l'ouverture à la concurrence sera une bonne chose pour les usagers? Mais je vous renvoie à ce qui se passe dans le service urbain de transport. Les tramways, les bus, aujourd'hui, dans toutes les collectivités de France, sont soumises à la concurrence, ce qui n'interdit pas aux entreprises publiques de gagner des marchés, ce qui n'empêche pas, y compris les entreprises privées qui les gagnent, d'être soumises à un cahier des charges et d'avoir un conventionnement qui permet de tenir des obligations de service public. Voilà la réalité qui est celle des transports, de la mobilité dans toute la France. Et donc, il n'y a pas de lien étroit entre le paquet ferroviaire et puis la question du service public. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment, par contre, on redonne de l'oxygène à un service public, comment on redonne de l'oxygène à un réseau historique. Et donc ça suppose de traiter la question de la dette. Les Allemands l'ont fait avec la Deutsche Bahn en annulant la dette, enfin en reprenant la dette de leur entreprise ferroviaire et en réinvestissant dans le réseau, parce que le réseau allemand, c'est une moyenne d'âge de 20 ans. Chez nous, c'est 37 ans. Et c'est la raison pour laquelle on a tant de retard, on a tant d'annulations, tant de difficultés sur notre réseau ferré. Vous tiendrez congrès à partir de demain à Aubervilliers, 13e congrès du PS. Alors 13e ou 78e, on ne sait pas comment on doit compter. Comment compter. Bon. Si vous comptez à partir de 1905, c'est 78e. Oui. Si vous comptez à partir de 1971, qui est le nouveau cycle entamé avec Mitterrand, effectivement, c'est le 13e. En tout cas, ce ne sera pas le dernier. Ce ne sera pas le dernier, non, ça je vous l'assure. Bon, vous l'assurez. Mais comment garder tout le monde sous le même toit? On a entendu une partie de l'aile gauche du PS. On a entendu dans un reportage ce matin Régis Juanico, d'autres proches de Benoît Hamon dire on ne sait pas ce qu'on va faire après ce congrès, on va peut-être rejoindre Benoît Hamon. Comment vous allez les garder? Mais il y a des gens qui sont soumis depuis plusieurs mois à un dilemme et qui hésitent entre Benoît Hamon et le Parti Socialiste. Que ces gens-là fassent leur choix. Moi, je ne suis pas là pour dicter sa conduite à quiconque. Vous n'avez rien à leur dire. Simplement... Non, je leur dirai au Congrès ce que je pense de ce que doit être notre propre façon d'avancer. Mais je ne peux pas non plus... je ne suis pas là... C'est pas une prison, le Parti Socialiste. Mais moi, la question qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les gens de savoir qui va partir. C'est de qui nous allons réussir à faire revenir. Quels sont ces femmes, ces hommes qui vont retrouver avec nous une espérance? Et ça, c'est la question qui est posée aux socialistes. Des décisions, il y en a déjà eu beaucoup dans notre histoire, y compris dans notre histoire récente. La question n'est pas celle-là. La question, c'est comment est-ce qu'on redevient attractif? Comment est-ce qu'on redevient la force centrale dont la gauche a besoin? Vous avez des recettes, des idées là-dessus pour... J'en parlerai dimanche, mais ce que je veux dire, c'est que regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les élections partielles. Le Parti Socialiste fait parfois 2%, territoire de Belfort, ou 39% au premier tour, Haute-Garonne. Haute-Garonne, oui. Dans tous les cas de figure, les Insoumis qui auraient pu être la force de substitution, ils sont entre 10 et 13. Ils font même leur meilleur score quand nous faisons notre meilleur score, nous aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette force-là n'existe plus. Le Parti Socialiste comme force centrale, capable de rassembler du centre-gauche jusqu'à la gauche de la gauche, eh bien c'est toute la gauche qui disparaît. Et donc, si un jour on veut avoir à nouveau une gauche capable de gouverner, capable de répondre aux attentes de ceux qui en ont besoin, eh bien cela suppose de reconstruire une grande force centrale qui soit capable de gouverner. La dernière question, Hélène Jouan. Olivier Faure, une quinzaine de facs est aujourd'hui touchée par le mouvement de contestation avec des AG parfois houleuses. On l'a entendu à Tolbiac ou à Nancy dans le reportage à 8h sur Europe 1. Alors avant, le PS était très présent dans le syndicalisme étudiant. On a l'impression aujourd'hui qu'il est largement supplanté par la France insoumise. Que dit le premier secrétaire du Parti Socialiste que vous êtes désormais? Assez jeune, passez vos examens ou faites la révolution?
Ce que je dis d'abord au gouvernement, c'est que on a toujours tort de ne pas écouter la jeunesse. Et que c'est une faute qu'aujourd'hui de traiter par le mépris un mouvement qui est un mouvement qui s'élargit. Parce que l'inquiétude qu'il porte est une inquiétude qui est fondée. Il y a aujourd'hui un mécanisme qui se met en place de sélection qui ne dit pas son nom et qui ne permet pas autre chose qu'un écrémage social. Moi, ce que je souhaiterais... Donc vous soutenez la contestation de ces jeunes dans les facultés? Je soutiens la contestation, je maintiens l'idée qu'il y a une inquiétude qui est légitime et que les moyens qui devaient être apportés à cette réforme, qui aurait pu être une réforme utile, ne sont pas au rendez-vous. Parce que je veux bien qu'on dise qu'il y a effectivement des prérequis, mais ça suppose dans ces cas-là qu'on fasse en sorte d'aider les jeunes qui ne les ont pas, par un parcours individualisé, à obtenir ces prérequis pour pouvoir leur permettre d'éviter une sélection par l'échec, qui est la pire des sélections. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils s'inquiètent, et ils ont raison. Merci Olivier Faure, premier secrétaire du PS, d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Bon congrès ce week-end. Merci à vous. À Aubervilliers. Europe 1.